Bonjour à tous et bonsoir également. Je me permets de dire bonjour car je crois que nous sommes suivis sur plusieurs continents. Il me semble que pas mal de participants nous proviennent du Canada notamment. Donc c'est l'occasion pour moi de leur dire bonjour. Bienvenue à tous dans ce talk organisé par la plateforme des droits de l'homme en collaboration avec ses partenaires en son sein. Et j'aurai l'honneur donc de modérer cette discussion qui se veut être un dialogue après les présentations de nos intervenants. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier la plateforme, de donner l'opportunité à la FIACAT, qui est un réseau d'ONG et une fédération d'ONG, la Fédération internationale des ACAT, et qui lutte contre la torture et pour l'abolition de la peine de mort. Je dirais donc que ça fait sens de nous avoir FIACAT comme modérateur, mais c'est également un moyen de compter sur nos participants qui nous font l'honneur d'être ici ce soir. Et avant peut-être de passer aux présentations de ces différents animateurs, je vais me permettre quelques points techniques. Vous avez tous dans votre boîte de dialogue à côté, sur l'onglet à droite, le chat, mais également une section qui est dédiée aux questions. Durant les interventions, n'hésitez pas à préciser les questions que vous pourriez avoir à ce moment-là. Pour ceux qui n'auraient pas forcément de questions, vous pouvez également voter, ce qui va permettre de mettre les questions en priorité en fonction du nombre de participants intéressés sur les sujets qui vont vous être présentés. Avant de donner la parole aux intervenants, je vais me permettre également de les présenter très brièvement et peut-être qu'eux-mêmes auront des points à ajouter, n'hésitez pas. Comme vous le savez, le sujet de ce soir va traiter de la responsabilité sociale des entreprises et la question du respect des droits humains. Est-ce qu'une synergie est possible entre les entreprises et les ONG ? Sur cette question, je dirais des droits un peu durs, avec l'exemple de la lutte contre la torture et de l'abolition de la peine de mort. Pour animer ces débats, nous avons donc la présence de Raphaël Chenuy-Lazan, qui est à la fois président de la plateforme des droits de l'homme, mais qui agit également et qui va intervenir en tant que directeur général de l'association Ensemble contre la peine de mort et nous faire part évidemment des positionnements peut-être des entreprises sur les questions spécifiques liées à la peine de mort. Par la suite, nous aurons le plaisir d'entendre Aymeric Héluin, qui est lui chargé de plaidoyer pour Amnesty International France et qui a travaillé énormément sur les questions touchant notamment au transfert d'armes, également à la peine de mort, ainsi qu'au commerce des équipements de torture. Voilà, il coanime aujourd'hui la campagne Silence en armes, l'omerta de la France sur ses ventes d'armes. Vous pouvez déjà voir le lien et les questions entre peine de mort, lutte contre la torture. Et enfin, nous avons l'immense honneur d'avoir Célia Ouellet, fondatrice et directrice de Responsible Business Initiative for Justice, qui présentera la manière dont les représentants commerciaux à l'étranger et les échanges menés par les entreprises privées ou publiques d'ailleurs, et comment elles constituent un vaste réseau d'acteurs locaux ou internationaux qui peuvent avoir un rôle à jouer en matière de promotion des droits de la personne humaine. Comme vous le savez, dans nos activités quotidiennes en tant qu'organisation de la société civile, nous avons beaucoup d'activités de plaidoyer régulièrement auprès des institutions ou des mécanismes en charge de la promotion et de la protection des droits humains, également auprès des autorités nationales, mais finalement, l'objectif aussi est la co-construction et la collaboration avec d'autres partenaires, je dirais des acteurs majeurs au niveau national. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je vais laisser la parole maintenant à Raphaël pour nous parler effectivement de ces questions peine de mort et responsabilité sociale des entreprises. Où en sommes-nous et quelles sont peut-être les bonnes pratiques? Merci Raphaël. Merci Lionel. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir que vous soyez d'Alger, de Ouaga, du Canada, d'Italie ou de Hong Kong ou de Paris ou du Havre. Juste pour introduire, effectivement, j'ai une double casquette ce soir. J'ai la casquette de directeur général d'Ensemble contre la peine de mort, puisque le sujet qui nous réunit, ou un des sujets, c'est la question de la peine de mort liée avec le monde du business. J'ai aussi cette casquette de président de la plateforme française des ONG droits de l'homme. Peut-être
revenir rapidement sur qu'est-ce que la PDH. Elle a été créée il y a de cela 3 ans, en 2017, lancée par une poignée d'ONG françaises qui pensaient qu'on avait un besoin de se réunir ensemble pour porter les spécificités des ONG de droits humains. Les droits de l'homme sont spécifiques, les questions de droits de l'homme sont spécifiques, et les ONG donc, qui portent ces questions ont des spécificités fortes à apporter auprès des acteurs français en particulier, du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence française de développement, de la Commission nationale de la CNCDH et tout autre partenaire et institution nationale. Nous sommes aujourd'hui 21 ONG françaises, acteurs des droits de l'homme à l'international et qui sommes réunis autour de cette plateforme. Et nous avions décidé l'année dernière, avant la Covid, qu'il était peut-être temps de se poser la question, de porter des questions, un débat, un dialogue autour des droits de l'homme et du business. Dans la lignée de ce qui s'est fait ces 20 dernières années dans le domaine de la RSE, la question des droits de l'homme reste encore à approfondir au niveau de la culture d'entreprise française et mondiale, mais en particulier française, même s'il existe déjà des organes de dialogue comme la plateforme RSE, le C3D, le Global Compact France. Il n'y a pas réellement en France de lieu de concertation qui réunit le monde du business, les entreprises privées et les ONG droits de l'homme de manière collective et non pas individuelle. Et puis, il y a la compréhension des droits de l'homme par le monde privé reste encore malheureusement trop étroit, souvent restreinte à sa partie RSE et éventuellement cela peut s'élargir aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment avec tout ce qui accompagne le devoir de vigilance. Le Forum Business et Droits de l'Homme de Genève n'aborde que très rarement ou que très peu ou partiellement les questions de droits civils et politiques et encore moins les questions de droits durs comme la question de la peine de mort ou de la torture. Et c'était un peu notre challenge ce soir, c'est d'apporter ces questionnements, essayer de montrer qu'il y a des vraies synergies. Et le titre de notre débat, de notre talk, est vraiment quelle synergie possible. Il y a évidemment des synergies. Alors nous avons 3 ambitions dans ce talk. Nous avons une ambition d'ouvrir le dialogue avec les nouveaux acteurs que sont des acteurs fondamentaux que sont les acteurs du secteur privé. Nous avons une ambition d'interpeller positivement, mais interpeller sur ces questionnements autour de la peine de mort et de la torture. Et puis, peut-être, nous avons l'ambition de travailler ensemble dans le futur. Voilà un peu nos ambitions. Alors, est-ce qu'il y a des synergies possibles sur la question de la peine de mort avec le monde du business? Un premier constat voudrait dire que non, il y a un sentiment diffus de la part des entreprises privées que cela ne nous concerne pas, dirait à mon avis la très très grande majorité des acteurs du CAC 40, du SB 180. Cela ne nous concerne pas, cela est très loin et on veut se tenir à distance de ces questions politiques que sont la peine de mort, qu'est la peine de mort. Mais quand on s'y intéresse de plus près, on s'aperçoit que la réalité est un peu différente, qu'il y a des types d'actions déjà en œuvre sur la question de la peine de mort et ce lien avec le business, et que cette réalité, elle doit être d'abord sue, elle doit être exposée, elle doit être travaillée, dialoguée, et peut-être elle doit amener à se multiplier. Alors, il y a plusieurs types d'actions, selon moi, qui, dans le travail autour de la peine de mort et le lien avec le monde du business, et dans cette synergie. Je dirais qu'il y a d'abord l'action-réaction. Je prendrai un exemple, une grande entreprise française, très grande entreprise française, dont je ne dirai pas le nom, nous avait contacté une amie à moi aux États-Unis quelques semaines avant l'exécution d'un de leurs artisans directs,
qui était au Texas et qui était condamné à mort et qui devait être exécuté dans les semaines à venir. On a essayé de leur expliquer que s'engager quelques jours ou quelques semaines avant l'exécution, c'est déjà trop tard et que la peine de mort peut les toucher, peut les interpeller en tant qu'entreprise. Et c'était le CEO de l'entreprise qui nous avait contactés. Ce n'était pas n'importe qui, d'une très grande entreprise française et qui avait réalisé cette question de la peine de mort et qui l'avait touché et qui l'avait interpellé directement. Il y avait donc une action-réaction et malheureusement, le résultat n'avait pas pu être positif, évidemment, dans une logique aussi de dernière minute. Je dirais qu'en termes de synergie, il y a aussi une action politique. C'est le business au service d'une cause, et je dirais, et vice-versa. Et vice-versa, dans le sens, je pourrais prendre des exemples, j'ai essayé de prendre à chaque fois des exemples. Les exemples du secteur touristique, du secteur du tourisme. Un secteur qui est particulièrement sensible à l'image, particulièrement sensible à la question de ce que cela renvoie et de l'image des clients, l'image générale du business plan. Récemment, dans ces dernières années, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de tester le lien entre la peine de mort et cette image touristique. Les Maldives, il y a quelques années, avec la question de la peine de mort pour les enfants, c'était les enfants à partir de 7 ans, c'était les mineurs à partir de 7 ans, et une mobilisation qui choquait et qui a vraiment interpellé les acteurs du secteur du touristique au point de les mobiliser politiquement. Je dirais que c'était presque une action de lobbying. Ils devenaient des acteurs de lobbying. En Indonésie, avec la condamnation et le cas de Serge Tlaoui et d'autres acteurs, d'autres condamnés à mort européens en particulier, où le secteur du tourisme européen s'est questionné et a pu interpeller de manière indirecte ou de manière discrète les autorités touristiques indonésiennes pour expliquer que la peine de mort is not good for business. Death penalty is not good for business. Et là, ça devenait réalité. Et je pense qu'un certain nombre de secteurs ont cette, pas seulement pour le secteur touristique, mais dans un certain nombre de secteurs, c'est une réalité. Je prendrai un dernier exemple, le Brunei en 2016, en 2017, avec la question de la peine de mort pour homosexualité, qui est revenu aussi sur le devant de la scène. George Clooney en avait parlé à l'époque et beaucoup d'entreprises internationales. Dans cette action politique, dans cette action de mobilisation, il y a aussi toute une partie du secteur financier éthique européen. Je t'en prie, Raphaël. Je croyais que vous m'entendez là. Oui, très bien. Alors, toute une partie du secteur financier éthique européen, je pense par exemple à des fonds d'investissement. Je sais que la Maïf, par exemple, a un fonds. On vient de perdre Raphaël. Veuillez nous excuser. Les soucis techniques des webinaires. Raphaël? Ok, alors si vous permettez le temps de régler les quelques soucis techniques, nous allons vous présenter une courte vidéo de 3 minutes sur l'engagement justement d'une compagnie en faveur de l'abolition de la peine de mort, ce qui va nous permettre de régler les petits détails techniques. Merci à vous.
invited to talk to the Congress this year because in 2017, for Lush in North America, we ran a campaign in our retail stores and digitally online calling for the abolition of the death penalty in the United States. And I think it's a unique, well, sadly, a unique example of how the private sector has been involved in calling for the abolition of the death penalty. People who came in, you know, buying soap or shampoo were talked to about why, you know, the death penalty does not make our communities safer, why it does not address the root cause of crime, and how it's not applied fairly across the United States as a, you know, form of justice. People, you know, they had some tough conversations on shop floors, but overwhelmingly our response from our staff, or the feedback that I know exists out there, was that it was really transformative. So on one hand, transformative for our staff, who maybe, much like myself and like my men, you know, penalty in the United States. And I think it's a unique, well, sadly, a unique example of how the private sector has been involved in calling for the abolition of the death penalty. People who came in, you know, buying soap or shampoo were talked to about why, you know, the death penalty does not make our communities safer, why it does not address the root cause of crime, and how it's not applied fairly across the United States as a, you know, form of justice. People, you know, they had some tough conversations on shop floors, but overwhelmingly our response from our staff, or the feedback that I know exists out there, was that it was really transformative. So on one hand, transformative for our staff, who maybe, much like myself initially, didn't think that the death penalty was something that really touched them, or didn't think that it was something you needed to take a stand on. I personally had always thought, well, there's these amazing organizations, there's these really smart lawyers, there's, you know, true people of faith who are working on that issue. I don't need to get involved. And then, you know, became an abolitionist myself. So being able to transform our staff to feel empowered that way, and then for them to be able to talk to customers, is, you know, something I think some of the issues we've worked on, this one has actually had the most impact and the most change. You don't have to be a business that is somehow directly connected to the death penalty to take a stand on the issue. There's no harm. It's only beneficial, I believe, to take a stand on the death penalty and to be an agent of change, and to be a brand that's going to be, that is supportive on the issue. Je crois qu'on n'a pas encore récupéré Raphaël sur la plateforme. Pour rebondir par rapport à cette vidéo, et je crois que votre présence à tous aujourd'hui aussi témoigne de cet engagement citoyen. On entend à travers ces commentaires que finalement c'est le problème de tous, même quand la question de la peine de mort peut nous paraître loin, en tout cas, ou pas dans nos considérations au quotidien. Finalement, on peut imaginer que même en allant faire ses courses, la question de la peine de mort peut venir sur la table, et que ces petits actes, je dirais, et vous-même dans vos discussions avec votre entourage, avec des commerçants, avec des entreprises, pour certains, je ne sais pas, dans une négociation de contrat, montrer qu'on a aussi un engagement citoyen et politique, c'est prendre position et montrer qu'on est acteur du changement. Et donc, pour faire le lien, et également, je vais peut-être donner la parole à Aymeric, puisqu'on a aussi des questions et des préoccupations fortes sur… on a parlé de la question de la peine de mort. J'espère que Raphaël pourra revenir aussi pour le temps de questions-réponses. Mais on a aussi cette préoccupation sur la pratique de la torture et un commerce d'armes qui est pratiqué à des fins de torture. Et donc peut-être à Aymeric, s'il veut bien, de nous présenter un petit peu ça. Merci Aymeric. Bien sûr, merci à toi. J'espère que Raphaël pourra nous rejoindre. Moi, je vais revenir sur un point particulier de
de la torture et du commerce des équipements de torture, en fait. Déjà, je voudrais rappeler une chose, c'est Michelle Bachelet qui disait en 2018 qu'il était choquant de constater que malgré l'interdiction donc de la torture au plan universel, le commerce des instruments de torture se poursuit. Il se poursuit librement partout sur la planète, selon son constat. Alors, la torture, tout le monde le sait aujourd'hui, la torture est un acte qui est interdit. Le droit international est extrêmement clair là-dessus. Nous avons le pacte international civil sur le pacte international sur les droits civils et politiques. Nous avons la convention contre la torture. Donc, ces instruments de 66 et 84 sont sans appel. La torture doit être interdite en toutes circonstances. Alors, peut-être pour rappeler ce qu'on entend par torture rapidement. Donc on va parler de torture lorsqu'il s'agit pour des personnes qui exercent une fonction officielle ou des fonctions officielles. Il s'agit pour elles d'exercer des souffrances physiques, psychologiques, dans un but bien précis. Alors tout le monde a entendu parler de la torture, évidemment. C'est un sujet qui a animé la scène internationale depuis de nombreuses années. Lorsque l'on parle de conflits comme l'Irak, l'Afghanistan, avec les prisons notamment de Guantanamo et d'Abu Ghraib. La torture peut prendre différentes formes. Et nous, Amnesty, je le rappelle ici, je ne sais pas si tout le monde connaît bien Amnesty parmi nos participants, mais on se bat donc contre la pratique de la torture depuis de nombreuses années maintenant, depuis plus de 50 ans. Hein. C'est quelque chose que nous dénonçons. On dénonce la pratique, on dénonce les auteurs et on fait en sorte que les victimes obtiennent justice. Pour vous donner une idée quand même de ce dont on parle, la Amnesty International on a noté que ces 5 dernières années, environ 140 pays, on avait constaté la pratique de la torture dans environ 140 pays. C'est-à-dire dans presque la totalité des pays du monde. Cette torture, ces mauvais traitements inhumains, cruels et dégradants sont pratiqués. Et rappelons que malgré ce fait, il est nécessaire quand même de souligner que les États ont l'obligation de faire respecter la torture. Ont l'obligation de faire respecter l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et ont l'obligation positive de mettre en œuvre des moyens pour rendre impossible la pratique de la torture. Et ils ont notamment pour obligation de réglementer ce qu'on appelle le commerce des équipements de torture. J'imagine que vous avez tous des questions peut-être sur ce qu'on entend par commerce des équipements de torture. En fait, par commerce des équipements de torture, en général, on va faire allusion à ces équipements de maintien de l'ordre, que vous connaissez tous, que vous avez en tête, peut-être, ou pas, parce que certains peuvent défier l'entendement, mais il s'agit de ces équipements de maintien de l'ordre qui soit vont être considérés comme n'ayant pour fonction finale intrinsèquement que de causer et d'infliger la souffrance. Et on a ces équipements de maintien de l'ordre qui ont une fonction légitime en termes de maintien de l'ordre, donc, mais qui peuvent être utilisés facilement et détournés facilement à des fins de torture. Alors, quelques exemples d'équipements complètement qui devraient complètement être interdits, c'est les matraques à pointe, par exemple. Une matraque qui est composée de pointes n'a qu'une vocation, c'est d'infliger la souffrance et la torture. Vous avez d'autres types d'équipements qui, là, eux, ne sont pas nécessairement à interdire, mais dont l'exportation doit être contrôlée. Ce sont, par exemple, les équipements tels que l'exportation de balles caoutchouc ou de gaz lacrymogènes, qui peuvent être utilisés de façon contraire au droit international, et notamment les balles caoutchouc, lorsqu'elles sont utilisées sans respecter les distances de sécurité. Donc les balles caoutchouc, vous savez, c'est ces fameuses balles qui ressemblent à des grosses balles de caoutchouc, tout simplement. Il y en a plusieurs ou une dans une cartouche, et qui, tirées sur un individu, ont pour fonction de le bloquer.
Et il arrive que très souvent, comme on l'a constaté au Liban, par exemple, que les forces de sécurité utilisent ce type d'équipement pour réprimer des manifestations et finalement infliger des actes s'apparentant à de la torture. Ce qui est important de savoir, on parle des entreprises et du rôle que les entreprises peuvent avoir vis-à-vis de ces pratiques. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que les États imposent des obligations et ont cette obligation d'imposer des formes de contrôle, voire l'interdiction, pour empêcher la pratique de la torture. Et c'est dans ce sens que finalement, on a, depuis le début des années 2000, une forme d'évolution où, dans un premier temps, on a l'Union européenne qui a adopté une réglementation. Il existe un règlement de l'Union européenne qui contrôle le commerce des équipements dits de torture. Au niveau de l'Afrique, vous avez également un instrument. Et vous avez une nouvelle tendance qui est finalement de donner une vocation, enfin une vocation universelle à la réglementation de l'Union européenne, en incitant les États donc à adopter un traité international à vocation universelle cette fois-ci, qui viendrait réglementer le commerce des équipements de torture. Donc c'est une initiative qui a été lancée par la Mongolie, l'Union européenne et l'Argentine en 2017. Et c'est une initiative qui vise, il y a 60 États qui soutiennent cette initiative, et une initiative qui vise à encadrer le commerce des équipements servant uniquement à la torture ou pouvant servir à commettre des actes de torture. Cette initiative prospère aujourd'hui. Nous avons en 2019 les Nations Unies qui ont adopté une résolution qui incite les États, la résolution L94, qui incite les États à mettre un terme au commerce d'équipements de torture. Et nous avons, à l'horizon 2021, août 2021, nous avons les États un groupe d'experts gouvernementaux à composition limitée, donc ils doivent présenter un cadre de réflexion indiquant si il y a possibilité de discuter d'un traité international. Et donc ce groupe d'experts doit réfléchir aux paramètres d'un traité, par exemple, à son champ d'application. C'est un point qui est fait. Donc les États ont des obligations. Les États, avec l'aide des ONG comme Amnesty International ou la Fondation de recherche Omega, tentent de faire prospérer ce type d'initiative. Le Conseil de l'Europe devrait bientôt, si tout va bien, adopter des recommandations donc à l'horizon de février 2021, invitant les États membres à mettre en place des mesures pour contrôler le commerce d'équipements de torture. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays, et parmi lesquels nous avons la Russie, la Turquie, des États observateurs comme les États-Unis, le Mexique, donc voilà, on va du Pacifique à l'Atlantique, et il peut y avoir une dynamique intéressante qui naissent de cette recommandation du Conseil de l'Europe. Et j'en reviendrai aux entreprises. Les entreprises ont une obligation. Les entreprises ont une obligation de faire respecter également les droits humains au travers des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises, des principes de l'OCDE sur les entreprises multinationales. Donc, ces deux instruments datent de 2011. Alors, il y a un vrai défi quand on parle de ces entreprises qui produisent des équipements de maintien de l'ordre et dont l'activité peut concourir, dont les produits peuvent concourir à la réalisation d'actes de torture. C'est que le marché concernant ces équipements est peu connu parce qu'il est opaque, il est global, il est étendu dans le monde entier. Vous avez des grandes entreprises, des petites entreprises. C'est un marché qui probablement se chiffre en milliards. Du fait de l'opacité, il est pas possible aujourd'hui de ce marché, il n'est pas possible d'en avoir une connaissance exacte. Par ailleurs, c'est un marché qui est sous-tendu stimulé par des
des salons, des foires commerciales, des salons de l'armement. La Fondation de recherche Omega a noté qu'il en existait une cinquantaine dans 36 pays qui se réunissaient régulièrement. En France, nous en avons un certain nombre, dont le salon Millipol, qui est consacré à l'armement de la sécurité intérieure, dans le cadre duquel nous avons constaté la présence d'entreprises qui faisaient la promotion d'équipements qui ne servaient qu'à infliger la torture. Alors, les entreprises ont une responsabilité, les États ont une responsabilité, et les ONG ont la responsabilité de faire en sorte que les États et les entreprises respectent le droit international, respectent leurs obligations, mais il y a certainement un enjeu, premièrement, qui est de dialogue avec les entreprises. Peut-être parler de synergie est un terme peut-être tout de suite de chef un peu fort. Je pense que déjà les entreprises les ONG doivent se connaître, notamment sur cette question des équipements de torture et notamment donc des équipements de maintien de l'ordre qui peuvent servir à commettre la torture. Il faut que tous ces acteurs apprennent à se connaître, dialoguent et se sensibilisent les uns les autres aux différents enjeux qui leur sont propres. On l'a vu, hein, nous, sur le salon Millipol, malgré le dialogue que nous avons avec les organisateurs, 2015, 2017, 2019, on a vu des entreprises qui faisaient la promotion d'équipements physiques ou sur catalogue de maintien de l'ordre, qui n'avaient qu'une seule vocation dans leur utilisation, servir à commettre des actes de torture. Je rappellerai qu'il y a aussi et sans doute ces règles qui sont voulues et parfois organisées par les États qui prospèrent peuvent nous aider dans le dialogue qu'on peut avoir éventuellement avec les entreprises. Par exemple, la loi devoir de vigilance qui a été adoptée en mars 2017 en France, qui est unique au monde et qui incite à mettre en place et qui organise le devoir de vigilance au sein des entreprises, qui consiste à faire en sorte que les entreprises de plus de 5000 salariés en France, par exemple, établissent un rapport qui explique quelles sont les possibles atteintes aux droits humains liées à leurs activités et qu'est-ce qu'elles mettent en place pour y remédier. Ce type de loi dont les entreprises doivent se saisir lorsqu'elles correspondent aux critères de la loi peuvent être un moyen de faire avancer ce dialogue qui est nécessaire. Et on le voit, en plus, l'initiative semble prospérer au niveau de l'Union européenne, puisqu'en 2021, nous avons l'Union européenne qui pourrait adopter un règlement contrôlant l'activité des multinationales et de leurs filiales, selon le même principe que la loi devoir de vigilance en France. Donc voilà, nous avons un cadre légal qui s'impose aux États, qui s'impose aux entreprises, que nous, Amnesty, on cherche à faire respecter avec d'autres ONG. Mais je crois que, sincèrement, pour qu'il y ait un travail, et j'en termine là, main dans la main, il faut que les entreprises aient conscience de leurs responsabilités et en fait aient conscience de l'impact de leurs activités. Le fait de vendre 5000 matraques électriques à des geôliers, donc quand vous ne savez pas ce qu'est l'impact de la torture, ça peut paraître anodin, mais en fait il faut expliquer à ces gens ce que ça implique aux fournisseurs. Qu'est-ce que ça implique de fournir 5000 matraques électriques à un pays qui peut s'en servir pour pratiquer la torture à grande échelle. Donc je pense qu'il y a aussi ce travail à faire. Alors je ne sais pas si je réponds positivement ou heureusement à la question, mais dans tous les cas, le début de toute synergie, à mon avis, doit commencer par cette connaissance qu'ont les uns les autres des acteurs. Voilà, et je m'arrête là. C'était trop long déjà. Non, pas du tout. Merci, Émeric. On n'est pas encore dans la torture mentale, je dirais. Tout se passe bien, soyons rassurés. Je crois que ce qui est primordial, et peut-être moi, il y a des chiffres qui restent en tête, quand on nous dit 140 pays pratiquent encore la torture,
ça veut dire que le combat est encore long. A contrario, on voit que le combat pour l'abolition, et notamment sur le continent africain ces dernières années, est très favorable aux abolitionnistes. En même temps, je dirais, de nouvelles façons d'agir sont en train de revenir sur la table des discussions, des négociations et du dialogue qu'on peut avoir avec les États, avec les institutions. Hein. On parlait de réglementation Union européenne, mais également pourquoi pas d'un traité international qui réglementerait ce commerce d'armes qui peuvent être utilisées à des fins de torture. Et il faut quand même imaginer, et ça a été précisé, on s'attaque aussi, et je crois que c'est un peu le pendant de la question de la torture, à un marché qui est opaque, puisque la pratique de la torture est opaque. Et peut-être que je vois déjà que dans les questions sont des choses qui ressortent. Et en même temps, ce qui nous impose un devoir de vigilance, avec en plus un appui de certains États qui vont vers cette législation-là. Après, on entend également quelques mots qui résonnent, la question de la conscience et de la responsabilité. Effectivement, je pense que celui qui est derrière à fabriquer n'a pas conscience finalement de à quoi va servir, ou ne se pose pas la question de ce qu'est la torture. Et c'est peut-être à nous, société civile, aussi, à l'inverse, d'ouvrir les portes et de montrer ce qu'est la torture, ou qu'est-ce que l'abolition de la peine de mort et quelles en sont les conséquences, parce que ce qui est pratiqué sur une personne va avoir des conséquences aussi sur tout un entourage, sur toute une communauté, voire sur tout un peuple, lors de grands accords commerciaux de vente d'armes. Mais restons positifs et on avance, et je sais que Célia est également là pour nous faire part de bonnes pratiques, justement sur comment les représentants commerciaux dans les échanges peuvent être un réseau d'acteurs locaux internationaux qui vont avoir leur rôle à jouer, et je crois que Célia a des pratiques à nous partager plutôt vers le côté Amérique. Donc je lui laisse la parole. Merci. Merci Lionel, et merci bien pour votre invitation. Je suis anglaise, donc je vais parler très lentement. Je suis désolée. La mission de notre organisation de Responsible Business Initiative for Justice, RBIJ, c'est très simple. Nous essayons de nous appuyer sur le pouvoir des entreprises afin de mettre un terme aux violations des droits de l'homme dans les systèmes judiciaires. Au cours, notre organisation est fondée sur le constat que ce sont les déséquilibrés de pouvoir qui créent de l'inégalité et de l'injustice dans notre système judiciaire. Et en conséquence, pour répondre à ces déséquilibrés, vous avez besoin de vous entourer d'alliés puissants. Et je crois qu'il n'y a personne dans cette pièce qui ne serait pas d'accord avec l'idée que leur campagne, leur sujet ou leur cause ne prendrait pas une autre dimension si une grande entreprise ou peut-être 20, 30 petites ou moyennes entreprises se joignaient à elle et commençaient à parler avec force et conviction de ces sujets. Et peut-être pour illustrer cela, le mieux est peut-être que je vous livre un exemple que j'ai connu dans mon propre parcours. Pendant la plus grande partie de ma carrière, j'ai été avocat pénaliste spécialisé des questions de peine de mort aux États-Unis, et j'ai travaillé une fois sur un dossier où mon client était âgé de 18 ans. Ça, c'était plutôt normal. Lui-même, il n'avait tué personne, n'avait jamais cherché à tuer ou commandité un meurtre. C'était plutôt normal. Mais
dans la loi américaine, dès lors qu'une personne tue lors d'un crime, tous ceux qui sont impliqués dans le crime risquent la peine de mort. Donc, mon client était un homme afro-américain, normal. Il risque la peine de mort dans un comté à majorité blanche parce qu'il faisait le guet lors d'une vente de drogue qu'il avait mal tournée. Et je me rappelle lui avoir alors expliqué que les 20 années de prison ferme que nous avions négociées étaient un très bon deal pour lui. Et cela l'était en effet sur le plan théorique au regard du droit américain. Mais si l'on prend un peu de recul, cela est évidemment une tragédie. Ce jeune homme est rentré en prison alors qu'il n'était qu'un adolescent et va en sortir alors qu'il aura près de 40 ans. Et ce serait un bon deal parce que l'alternative était qu'il soit exécuté. Donc, ensemble, nous avons beaucoup parlé du fait qu'il devait accepter l'injustice de cette situation, car rien n'allait changer à court terme, qu'il était susceptible de lui offrir une alternative. Mais le fait est qu'il avait raison. Lui et les autres personnes comme lui sont confrontés quotidiennement à des situations iniques parce qu'ils n'ont aucun pouvoir et que pour la plupart d'entre eux, ceux qui ont le pouvoir et l'influence ne se préoccupent pas du sort de gens comme lui. Je crois que heureusement, beaucoup a changé depuis cet épisode. Nous vivons désormais une époque où de nombreuses entreprises essayent de trouver des moyens de soutenir les droits de l'homme, la justice sociale et de mettre fin aux discriminations raciales. Et dans ce contexte, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? D'abord, elles peuvent utiliser leur voix. Et je vais prendre, pour exemple, notre campagne récente pour abolir les mineurs, les peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. On dit aux États-Unis « juvenile life without parole » en l'État de l'Ohio. Et c'est une pratique où des enfants sont condamnés à passer le reste de leur vie derrière les barrières sans moindre espoir d'un jour sortir. Ils seront jamais éligibles à une libération conditionnelle. Et si vous pensez que c'est une cruauté, son nom, Juvenile Life Without Parole, vous n'êtes pas seul. Les États-Unis sont le seul pays qui ont cette disposition en vigueur et cela fait des décennies que l'ONU considère que cela assimile une violation de droits de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Notre organisation, nous avons travaillé pour sensibiliser les entreprises à ce problème et leur expliquer pourquoi elles devraient s'impliquer en faveur de cette cause. Et nous avons ensuite travaillé avec des organisations spécialisées dans l'organisation de campagnes pour utiliser les voix de ces entreprises afin d'avoir un impact maximal, en particulier à travers une lettre signée par les entreprises et adressée aux législateurs. Et tout cela visait à montrer aux responsables politiques que les investisseurs et les employeurs locaux, en ce cas, accordent de l'importance à ces sujets. Et je suis ravie d'annoncer qu'il y a 2 semaines, l'État de Ohio a mis fin à ces pratiques.
et toutes les organisations, toutes celles et ceux qui ont été impliqués dans cette campagne étaient d'accord sur un point, et ce résultat n'aurait pas été possible dans la participation des entreprises. Et les campagnes comme ça, nous le faisons tout le temps. Cette campagne est terminée, mais nous sommes en train aujourd'hui d'une autre campagne plutôt similaire en Maryland, et nous sommes sur le point de lancer une campagne mondiale réunissant les dirigeants du monde économique qui appellent à l'abolition de peine de mort. Vous êtes les premières à entendre parler, parce que nous ferons une annonce officielle d'ici 2 mois, j'espère. À vous, Lionel. Merci pour cette information de première ligne. Nous sommes ravis d'être les premiers au courant, et je pense que ça donne également un outil. Nous avons dans les participants plusieurs acteurs de la société civile qui ont l'habitude aussi de mener des campagnes de sensibilisation, des campagnes d'alerte, des campagnes pour inviter un État à stopper une pratique. Et finalement, ce qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est que dans ces stratégies de plaidoyer ou de campaigning, on peut imaginer de trouver aussi des alliés auxquels on n'aurait pas pensé. On a souvent tendance, je dirais, à rester sur notre modèle société civile, acteurs des ONG, entre acteurs des ONG, mais aujourd'hui, ce talk aussi en témoigne. C'est une volonté peut-être de réfléchir autrement et de trouver, d'identifier les alliés. On a tendance souvent à connaître les bourreaux, je dirais, mais ces alliés puissants sont finalement des acteurs commerciaux. On s'aperçoit également que dans certaines normes ou réglementations européennes, il y a notamment dans les accords post-Cotonou entre l'Union européenne et l'Afrique, des lignes qui sont très claires et qui parlent de ces questions-là dans les relations bilatérales entre États, à minima du respect des droits humains. Et je dirais que nous, aujourd'hui, on va un peu plus loin dans le débat, puisqu'on peut imaginer que dans ces relations commerciales aussi, nous, société civile, on doit pouvoir aller vers des entreprises, et puisqu'évidemment, et souvent on s'est aperçu dans les échanges de dire, mais finalement, où est-ce que se limite notre rôle et notre position? Et on est souvent écarté, on parle aussi tout à l'heure d'opacité, on est écarté des discussions parce qu'il y a des enjeux économiques. Et finalement, aller chercher ces acteurs économiques, comme ça a été mentionné par Célia et comme ça a été fait, a amené un résultat positif. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose à réfléchir. Je vois que le temps défile également. Si vous permettez, je pense qu'on peut aussi s'étendre jusqu'à 7h15 et étendre jusqu'à 19h15 pour avoir ce temps de questions-réponses. Je remercie les participants qui ont posé un certain nombre de questions et pour ceux qui n'ont pas posé la question, je remercie ceux qui ont voté dans ce principe démocratique qu'on connaît également. Peut-être alors à vous les participants, j'espère que Raphaël va pouvoir se reconnecter. Une des questions que j'avais mentionnées tout à l'heure était la question de savoir pourquoi finalement on se pose la question, est-ce que cette collaboration-là est possible plus facilement sur la question de la peine de mort et pas sur la torture? Est-ce que c'est parce que la torture est une pratique cachée par les États, mais en même temps, on s'aperçoit que sur des questions justice, notamment les mineurs, c'est quelque chose de possible. Donc, on est en droit d'espérer et d'y croire. Je la laisse comme ça, peut-être le temps que vous y réfléchissiez, puis je vais prendre une deuxième question, si vous permettez, qui est posée par un participant concernant finalement
un grand assureur français autoproclamé militant, qui a arrêté ses investissements dans les pays n'ayant pas aboli la peine de mort. Existe-t-il d'autres entreprises françaises ayant publiquement pris position en faveur des droits civils politiques dans le cadre de leur politique de responsabilité sociale des entreprises? Alors, avant le talk, on a eu quelques discussions avec les participants et Célia m'a fait part aussi de la question de certains fonds d'investissement qui s'étaient retirés au niveau du Trésor public. C'est quelque chose aussi sur lesquels on pourrait éventuellement discuter. Et puis, finalement, un point peut-être un petit peu technique, cette troisième question, avant de lancer sûrement un second set de questions. Finalement, quelle forme de partenariat a été créé entre ONG et entreprises? Comment il s'est présenté? Et là, j'ai vraiment envie de parler de matérialisation, sans parler avec un discours trop commercial, mais quel est le démarchage à faire? C'est vrai que je dirais, on se présente, si on toque à la porte d'une entreprise, on ne se présente pas avec un produit à vendre ou qui peut être acheté. On vend le respect des droits humains. Et on pourrait se considérer comme les commerciaux pour le respect des droits humains. Mais finalement, il y a cette question aussi dans ce partenariat, et on l'a entendu aussi dans le discours de Raphaël tout à l'heure, la question du win-win. Et également ce que disait Aymeric, de la conscientisation finalement des différents acteurs. Dans quelle mesure, et je pense que c'est aussi en se plaçant côté entreprise, une réflexion qu'il faut vraiment avoir quand on va les aborder. Qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Dans quelle mesure ils seront gagnants? Pas forcément sur une question d'investissement ou de retour, mais le retour sur investissement, lui, peut avoir un intérêt en termes d'image, en termes de politique. Donc, peut-être, Aymeric, si tu veux bien rebondir sur ces trois questions qu'on peut refaire défiler sur l'écran éventuellement, dans l'ordre. Et puis ensuite, Célia, si tu veux bien réagir là-dessus. Merci. Alors, la première question est intéressante. Peut-être qu'un premier élément de réponse est le fait que la peine de mort soit institutionnalisée. C'est-à-dire c'est une pratique étatique qui répond à des règles définies par l'État. Peut-être que du coup, la relation peut être établie plus simplement avec les entreprises parce que il y a une visibilité, une compréhension de l'acte de peine de mort qui est commis. Sur la torture, je pense que la difficulté, c'est qu'on est sur des équipements bien souvent. On est sur des équipements bien souvent qui relèvent entre guillemets de la vie ordinaire du maintien de l'ordre. Quand on parle de menottes, quand on parle de pistolets paralysants, quand on parle de gaz poivre, etc. On est sur des outils du tout de la vie ordinaire des polices dans le monde. Alors, on constate qu'il y a une pratique, en plus, par ailleurs, certes, qui est visible, de plus en plus visible, et pas cachée. C'est les opérations de maintien de l'ordre aujourd'hui dans de nombreux pays. On le voit, que ce soit le Liban, Hong Kong, Soudan, Chili et d'autres pays encore. On a une pratique du maintien de l'ordre de plus en plus visible, parce que de plus en plus violente, et pouvant s'accompagner de la commission d'actes de torture, parce que recours à la force dans le but précis, par exemple, d'infliger des souffrances intolérables. Et on est sur, encore aujourd'hui, une absence peut-être aussi de compréhension de ce qu'est l'acte de torture. Je veux dire, est-ce que tout un chacun fait la part des choses entre le fait de torturer, comprend bien le fait que torturer quelqu'un ciment assis, par exemple en lui arrachant les ongles, c'est un acte de torture, comme le fait de tirer à bout portant des munitions gum-con, donc des balles en caoutchouc, pour réprimer des manifestations. Donc il faut comprendre qu'aussi et peut-être que c'est ce qui manque, et qu'on a encore un travail de conscientisation, comme tu disais, fort à faire sur le sujet. Est-ce que les entreprises
commercialisant des instruments de torture ont-elles commencé à prendre en compte la volonté des Nations Unies? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que le travail de sensibilisation qui est fait est celui des ONG. La première fois où on a vraiment entendu parler de cette problématique des équipements de maintien de l'ordre pouvant servir à la torture, c'était en 2017, quand on a dénoncé la présence sur un salon de l'armement en France de matériel interdit. Et là, pour la première fois, les médias se sont emparés du sujet. Déjà, les médias ne s'emparent pas nécessairement du sujet. Mais là, ils l'ont fait. Parce qu'on avait révélé au grand jour une pratique ignoble sur un salon de l'armement à Paris, capitale de notre cher pays qui se dit donc pays des droits de l'homme. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le narratif qu'on nous proposait, quoi. Donc je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Alors la difficulté tient aussi au fait que probablement une grande partie des entreprises sont des petites entreprises et des moyennes entreprises. Peut-être pas dans le cas chinois, ou dans le cas chinois vous avez des entreprises de taille importante qui sont capables de produire, d'exporter en grande quantité des équipements de maintien de l'ordre pouvant servir à la torture, ou ne servant qu'à ça. Dans beaucoup de pays, on a des petites et moyennes entreprises. Donc il faut les identifier, et c'est compliqué, et quand vous êtes petit ou moyen, vous n'avez pas forcément les moyens, si vous voulez, de vous emparer des sujets juridiques. Sur la dernière question, sur la question des partenariats que tu évoquais tout à l'heure, je pense que chacun doit rester. Ouais, je termine là. Chacun doit rester dans son domaine. Je pense, c'est important. Entreprises, ONG, on peut partager peut-être des valeurs, mais nous avons aussi des façons de travailler et des objectifs qui peuvent être différents. Je pense que l'indépendance des ONG est quelque chose d'extrêmement précieux, ainsi que leur impartialité. Donc, il faut faire très attention. Et je sais qu'Amnesty, notre organisation, est très comme ça à faire. Et donc, je ne crois pas qu'on ait jamais fait de partenariat avec des entreprises. Évidemment, les entreprises peuvent y avoir un intérêt. Je me souviens d'une entreprise qui fournissait donc des équipements de maintien de l'ordre étrangères, et qui avait labellisé son offre commerciale avec le logo Amnesty International. Et donc, évidemment, on a dénoncé ça par voie de justice, parce qu'il est hors de question que notre logo soit utilisé à de telles fins. Donc, je pense que chacun, aussi en restant dans son domaine, on peut s'aider et partager des choses, des éléments, sans forcément peut-être nouer des partenariats. Et je termine là très rapidement. En France, encore une fois, le monde bancaire, le monde financier va peut-être plus vite que d'autres secteurs. Il y a 2 banques françaises qui ont dans leur politique de défense sectorielle inscrit qu'elles refusaient de financer des activités liées au commerce d'équipements de torture. Donc voilà, ça existe aussi dans d'autres secteurs que le premier secteur qui nous intéresse, donc, en l'occurrence ici les banques. Merci Aymeric. Je vais me permettre de donner la parole à Raphaël, qui est de retour parmi nous aussi. Peut-être, j'ai vu que Raphaël souhaitait rebondir sur une intervention d'Aymeric, mais également peut-être nous répondre à une des questions des participants, notamment. Alors, il semble, cet autoproclamé militant, enfin, je sais pas, je pense qu'on parle de la Maïf, donc peut-être c'est quelque chose que tu connais aussi. Donc, si tu veux bien rebondir sur cette question-là. Merci, Raphaël. Non, oui, je vais peut-être reprendre. Alors, d'abord, j'étais dans cet espace qui n'existe pas, où je suis ni sur Terre, ni dans le web. Je suis dans l'entre-deux. Voilà, j'ai vécu cet espace étrange. Je voulais rebondir sur la question de la différence entre la torture et la peine de mort dans le traitement et dans le positionnement. Il y a quelque chose qui est vrai de ce que disait Aymeric, c'est le fait d'être dans le non-dit. C'est difficile pour travailler sur les questions de torture. Et à l'inverse, sur la question de la peine de mort, c'est le fait d'être… la peine de mort, elle est légale. Elle est légale et elle est appliquée souverainement dans les pays qui l'appliquent. Et donc, inversement, on peut être renvoyé à… Mais c'est pas nous qui faisons les lois. Nous ne sommes pas des faiseurs de lois, et la loi accepte
dans tel pays, dans tel État, la peine de mort. Et donc, des fois, on a le mur inverse, le mur de la légalité, le mur de la légitimité. Alors, on essaye, et c'est là où je vais rebondir avec la question du partenariat, mais c'est aussi parce qu'on ne parle pas du même endroit. Je pense que sur la question de la peine de mort, sur les questions de la peine de mort, il y a des partenariats possibles, parce qu'on a besoin de nouveaux acteurs, et on a besoin sur un changement politique, puisque l'abolition de la peine de mort, c'est une décision politique. In fine, ce ne sera pas un CEO d'une entreprise qui va prendre la décision. Ce n'est pas un président ou une présidente d'une ONG qui va prendre la décision. Ça sera un ministre, un président, un premier ministre, une première ministre, peu importe, qui, in fine, un parlement qui votera une loi d'abolition. C'est comme ça que ça marche. Mais pour arriver jusque-là, on a besoin de lever des leviers d'influence. Et le secteur privé est un vrai levier d'influence aujourd'hui, surtout sur des questions réputationnelles de temps en temps, mais aussi des questions, et on l'a dit tout à l'heure, un peu, Célia l'a redit aussi, des questions où de plus en plus d'entreprises s'engagent parce qu'elles y trouvent des valeurs aussi qui correspondent à leurs valeurs, qui correspondent à leur certaines entreprises qui travaillent, alors certaines vont faire du washing, mais du washing interne. Il y a certaines entreprises qui vont, parce qu'ils travaillent en Arabie Saoudite, en Iran et en Chine, vont se dire il faut qu'on soutienne à côté de ça des ONG droits de l'homme, et notamment sur les questions spécifiques à la Chine, à l'Arabie Saoudite, à l'Iran, la peine de mort, c'est parfait, parce que nos employés ne supportent plus d'être, ou en tout cas supportent de moins en moins, ou en tout cas il y a une question. Donc certains c'est pour des questions positives, d'autres des questions un peu moins positives, mais on a porté ce débat lors du dernier congrès mondial contre la peine de mort que ECPM a organisé à Bruxelles en 2019. On en a fait une plénière. On a réussi à avoir à la fois Lush, une grande entreprise multinationale, enfin internationale, cosmétique, et à la fois le PDG de Virgin, Richard Branson, qui lui aussi est sur un multisectoriel, pour montrer que l'engagement, il pouvait aller au-delà de l'opportunisme, au-delà du réactionnel par rapport à, par exemple, une question touristique sur une question du tourisme, mais une question de militants. Et puis, on a montré aussi pendant ce congrès, on était à Bruxelles dans l'enceinte du Parlement européen, on a montré aussi que les entreprises, et tu le disais, Émeric, ce n'est pas que des multinationales, ce n'est pas que des grandes entreprises internationales, ce sont aussi des PME. Et qu'on a noué des partenariats. Alors là, je parle vraiment du petit partenariat d'ONG, d'associations qui sont soutenues financièrement par des petites entreprises locales. En France, nous, ECPM, on a été soutenus par une petite entreprise PME française de signalétique, pour ne pas les nommer, tout terrain, qui soutient ECPM depuis 20 ans. La coalition marocaine contre la peine de mort est soutenue par une petite entreprise de signalétique et qui est soutenue financièrement, logistiquement, par des petites entreprises. Là, on est autour d'entrepreneurs militants, de petits entrepreneurs militants. Alors, vous me direz, c'est différent, c'est autre chose. Ben, ce n'est pas si autre chose que ça. C'est la question de l'entreprise. Elle a, dans toute sa logique, elle peut être une sorte de dialogue sur le fond, mais elle peut être aussi du soutien. Voilà, Lush a fait une campagne, elle l'a montré dans sa vidéo, ça a été un élément de campagne de sensibilisation. Est-ce qu'ils le font dans le cadre de leurs propres intérêts commerciaux? Certainement. Est-ce que nous, ONG, on doit faire attention à ne pas être récupérés? Très évidemment, très certainement. Mais est-ce qu'on doit se passer de ce type d'initiative? Je ne le crois pas. Idem avec Richard Branson et ce qu'il a pu faire. On parlait de la Maïf, il y a d'autres, effectivement, il y en a d'autres acteurs qui ont porté, d'autres acteurs financiers ou qui ont des fonds d'investissement qui de plus en plus mettent les questions d'abolition dans leurs critères de choix et dans leur portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'en font pas la publicité. Et je ne peux pas encore expliquer pourquoi ils n'en font pas la publicité. Ils ne le publicisent pas. Mais par contre, certains fonds d'investissement refusent
et mettent dans leurs critères de charte, dans leur charte éthique d'investissement. C'est intéressant parce que ça draine des centaines de millions, voire certains des milliards d'euros européens, des fonds de pension. Et là, il y a aussi la question de la finance éthique. Comment elle peut même s'approprier des questions aussi difficiles que la peine de mort. Et là, je vais en terminer là-dessus, mais moi, si j'avais une sorte d'appel à faire, c'est que je pense que c'est un appel à toutes les entreprises pour se dire, elles ne doivent pas avoir si peur que ça de sujets comme la peine de mort ou comme la torture, et qu'elles devraient pouvoir s'y intéresser parce qu'il y a plus de choses qu'elles ne le pensent qu'elles pourraient faire. Et moi, j'appellerais aussi une sorte de réveil d'intégration de ces sujets aussi dans les instances internationales et à l'ONU. J'ai commencé mon intervention tout à l'heure en disant que le forum Business et droits de l'homme de Genève ne parle jamais, mais je dis bien jamais, de ces sujets, et elle fait tout pour éviter ces sujets. Je pense qu'à un moment, il est venu pour que dans ces forums de l'ONU, on aborde les questions peine de mort, on aborde les questions torture, on aborde les questions que tu as soulevées, Émeric, de maintien de l'ordre et des outils de maintien de l'ordre dans le cadre de l'ONU. Merci Raphaël, et je crois que la transition est également toute faite pour aller donner la parole à Célia. Comme je le disais tout à l'heure, on a eu cette discussion sur les fonds de pension, sur ces grands fonds et ces grands investissements. Peut-être que Célia peut compléter sur ce point-là éventuellement, et également sur la question de la matérialisation du partenariat dont on a parlé sur la question des jeunes dans l'État de l'Ohio. Merci. Ouais. J'aimerais répondre à la question de la relation entre les ONG et les entreprises, parce que c'est tout que nous faisons. Nous sommes le lien en fait entre les ONG et les entreprises beaucoup de temps. Et les choses que nous savons, c'est les campagnes menées par les entreprises sont très puissantes. Et avoir le bon message au bon moment, cibler la bonne audience, sont susceptibles de créer un impact majeur. Mais le bon timing, la manière de formuler le message et d'identifier son audience sont des informations que l'on doit apprendre des organisations habituées à mener des campagnes. Donc, nous devons utiliser une approche collaborative, et je pense que de plus en plus d'entreprises veulent et ont besoin d'un soutien pour savoir comment agir. Je suis tout en accord avec Raphaël. Elles veulent partenaires en qui ont confiance et qui ont connaissance très précise de ces sujets, des sujets. Elles veulent apprendre de leurs pairs comme Lush et Richard Branson. Elles veulent mieux comprendre comment utiliser leur levier de communication et d'influence pour avoir un impact maximal. En fait, elles veulent des plans détaillés qu'ils peuvent mettre en œuvre. Nous sommes très réalistes sur le fait que pour les entreprises soient motivées par une campagne, dans les faits, le soutien, cela suppose beaucoup de travail pour notre part, mais notre but est de faciliter ce genre de démarche et de rendre concrète et par-dessus tout faire en sorte que lorsque des entreprises s'engagent dans une campagne, et cela est vraiment un impact, nous ne voulons surtout pas gâcher le levier dont ces entreprises sont dotées. Et de notre côté, du côté de ONG, nous sommes convaincus à RBIJ, nous sommes convaincus que nous échouerons
collectivement, si nous ne travaillons pas ensemble pour résoudre notre problème comme la peine de mort. Et chacun de nous a un rôle à jouer. Merci Célia. Je vois que le temps défile et je ne voudrais pas abuser du temps des participants, mais je vais me permettre une dernière petite question, puisqu'il est à souligner la présence de certains commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et je crois qu'on peut vraiment s'en réjouir. Et finalement, une petite question ouverte qui est venue, c'est la question de ces grandes entreprises pétrolières, minières, qui spolient les droits des populations autochtones pour exploiter les terres, n'hésitent pas à violer les droits humains et voire à pratiquer des actes de torture. On a entendu sur certaines zones effectivement des violations graves sur ces questions-là. Et peut-être, si vous voulez bien, si un des intervenants a un élément de réponse, mais je crois que c'est l'occasion de maintenir les discussions aussi avec les institutions et les représentants des institutions. Et les questions sont ouvertes. Et on voit que le chantier, aujourd'hui, on a pris l'exemple de la torture et de la peine de mort, mais que finalement, le chantier de respect des droits humains est bien plus large. Hein. Au-delà des peuples autochtones, on pourrait partir sur encore toute une série de droits qui sont bafoués. Et sur lesquels on pourrait également impliquer les entreprises. Célia faisait référence à ce partenariat. On sait également qu'il y a des fondations qui existent. Hein. Beaucoup de grandes entreprises ont des fondations et elles accompagnent les différents acteurs de la société civile sur des enjeux qui vont être environnementaux, qui vont être, je dirais, un peu plus touchy dans leur politique entrepreneuriale et image commerciale, mais il y a sûrement un moyen de les impliquer sur ce qu'on disait en introduction, sur ces droits un peu durs. Donc, si vous avez un élément de réponse pour le commissaire et pour les participants, je vous invite également à essayer de faire ceci en 2 minutes afin qu'on puisse également clore cette discussion et remercier les participants. Peut-être moi rapidement, c'était l'objet aussi de ces talks, hein, et ce talk il est sur les droits civils et politiques. Il y en a eu d'autres sur les droits d'impact. Un talk va venir très prochainement sur les questions numériques. Moi je pense, et ce que j'ai dit au départ, il faut des instances de concertation et de dialogue. Et il faut qu'on se rencontre, que ce soit sur nos sujets qui sont particulièrement difficiles parce que finalement pas abordés. Certains pensent que ça ne les concerne à peine, d'autres veulent éviter ce genre de sujet trop politique. Pour ceux que tu as abordés sur les questions minières en Afrique, il y a des instances, il y a des concertations. Je pense que c'est plutôt en élargissant et en essayant de faire que ce soit le moins tabou possible et peut-être un peu plus dans le dialogue que certaines structures, certaines entreprises vont obligatoirement bouger leur ligne. C'est déjà le cas, notamment à la CADHP. Hein, ils ont, je crois, un travail autour de business et droits de l'homme qui est engagé. Après, c'est comment faire que ces entreprises, qu'elles soient même en Afrique, où les entreprises… Est-ce que vous m'entendez là? Oui, tu peux y aller, je t'en prie. Une minute par contre. Ouais, j'ai 1 minute. Que les entreprises en Afrique ou en Asie puissent de plus en plus devenir partie prenante d'une mobilisation de la société civile. Souvent, c'est la question de est-ce que la société, même pas la société civile, la société fait évoluer le débat. Et le débat doit monter dans une société pour que l'abolition de la peine de mort advienne. Ça vient souvent d'élites, d'intellectuels, de militants des droits humains, mais ça vient aussi, et ça peut venir, de tout autre acteur. Ça peut être des syndicats de médecins, des syndicats, ça peut venir des entreprises, des syndicats d'entreprises et du secteur privé qui font, en gros, qui mettent une sorte de pression sur les gouvernants comme quoi il faut en finir avec cette peine et qu'elle n'est plus acceptable, tout comme l'esclavage ou le colonialisme il y a des centaines d'années, plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Voilà, il faut qu'ils prennent leur part, leur juste part
à l'évolution sociétale. Merci Raphaël. Aymeric également, si éventuellement un point et un mot de conclusion, si tu veux bien. Ah, connexion. C'est bon, on t'entend bien, tu peux y aller. Donc c'est moi qui parle là? Oui, je t'en prie. J'ai pas entendu ta question. Un mot de la fin, éventuellement. Ah oui, pardon. Pardon, oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, moi j'encourage toutes les initiatives. Il est important qu'il y ait une diversité au sein de la société civile, des ONG. Si ce travail peut se faire sur les entreprises et la peine de mort, et les ONG, évidemment qu'il faut le faire. Si chacun est clair sur le mandat des uns des autres, évidemment qu'il y a des synergies à encourager. Je pense que dans tous les cas, encore aujourd'hui, sur des domaines bien spécifiques comme la torture qui est quelque chose de multiforme et qui prend toutes les dimensions. C'est des mauvais traitements dans un centre de détention comme les mauvais traitements sur une scène de manifestation. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas pour rien qu'on avait lancé une campagne qui s'appelait Stop Torture il y a quelques années encore. Et donc, il y a un travail de sensibilisation, d'éducation à faire auprès des entreprises, auprès des États, auprès de l'opinion publique. Et qui, effectivement, comme dit Raphaël, il faut faire en sorte que chacun puisse se retrouver peut-être dans des espaces pour discuter et échanger, pour essayer de faire changer les pratiques. Parce que, in fine, ce qui compte, c'est changer les pratiques pour que les droits humains soient protégés à tout moment. Voilà, je m'arrête là et bravo pour ce webinaire. Merci. Et donc, vraiment le mot de la fin pour Célia, qui sera notre note positive de ce débat. Et comme ça a été annoncé, c'est pas terminé, mais j'y reviendrai après. Merci à toi, Célia, de nous faire part de ton élan positif. Ok, d'accord. Je pense qu'avec le mouvement de Black Lives Matter, nous avons un point de bascule avec les entreprises. Les entreprises, les entreprises, c'est qu'elles seront jugées par leurs actions et la manière dont elles se comportent aujourd'hui. Et je pense qu'avec la peine de mort, nous sommes à un point de bascule aussi. Il y a un travail immense qui déjà a été mené par les activistes. Et c'est un moment très stratégique pour les entreprises d'engager avec nous pour être du bon côté de l'histoire peut-être. Merci beaucoup. Effectivement, être du bon côté de l'histoire et comme disait Raphaël, peut-être laisser aussi ce travail qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi le laisser pour les générations futures. Parce qu'en tant que droit de l'hommiste, je dirais, on agit surtout pour, je dirais pas nous marquer l'histoire, mais en tout cas permettre à ceux qui vont suivre sûrement d'avoir aussi un avenir meilleur et de les accompagner. Je dirais que c'est aujourd'hui et maintenant. Et ce talk en témoigne. Je souhaiterais, pour conclure, chaleureusement vous remercier, Célia, Aymeric et Raphaël, pour le travail qui a été fait également en amont. Je crois que ce n'est finalement que l'amorce d'un long combat qui est encore à mener. C'est également l'occasion pour moi de remercier nos bailleurs qui permettent aussi l'organisation de ces différents talks, que ce soit l'Agence française de développement, mais également la Fondation de France. Et puis surtout, remercier tous les participants présents ce soir et sur une plateforme des droits de l'homme, une plateforme française des droits de l'homme, pouvoir discuter, échanger et s'apercevoir que finalement, ces questions-là sont d'un intérêt international et mobilise déjà la société civile internationale
et d'autres représentants institutionnels, je dirais que c'est déjà un bon début. Et donc, pour ceux qui ont trouvé un intérêt à ce talk-là, j'ai envie de vous inviter au prochain talk qui est organisé mardi prochain, même heure, et qui portera sur comment concilier les droits de l'homme et la régulation à l'heure d'un espace public digital, et qui sera donc modéré par ERIM, Equal Rights and Independent Media, et qui permettra d'aborder notamment le Digital Service Act de l'Union européenne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le chat, vous aurez le lien, et évidemment, ça vous sera envoyé par email. Encore merci à tous, une très bonne soirée. Je crois que on dit que la nuit porte conseil, donc je vous amène à aller réfléchir chez vous, chacun, et puis à se retrouver autour d'autres plateformes de discussion, autour d'autres moyens de communiquer ensemble sur ces questions-là. Merci encore et bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Et vous pouvez voir un replay de ce Exactement. talk. On vous communiquera très prochainement. Merci à tous et à toutes. Merci. Et merci Célia, on s'appelle.